L'aéroport vibrait de l'énergie familière des départs matinaux. Les valises à roulettes roulaient sur le carrelage poli, leurs roues cliquetant à un rythme régulier. Les appels d'embarquement parcouraient les terminaux, et une riche odeur de café brûlé flottait dans l'air comme un accueil chaleureux. Dans la file d'attente d'enregistrement en première classe, tout semblait conforme à l'attente, costumes impeccables, lunettes de soleil élégantes et une allure tranquillement assurée. Puis elle s'avança. Une femme vêtue d'un manteau bleu marine et d'une écharpe crème, rien de tape à accent grave-l'œil, rien de criard, simplement calme, posée. Elle traînait derrière elle une valise sansonite simple et légèrement éraflée, sans étiquette de marque visible, juste des lignes épurées, des chaussures confortables et une prestance qui n'attirait pas l'attention. L'attention la retint néanmoins. L'agent de la compagnie aérienne leva les yeux et l'observa lentement, les yeux plissés un instant de trop. « Excusez-moi, madame, dit-elle avec un sourire forcé. Êtes-vous dans la bonne file ? C'est la première classe. » La femme ne perdit pas une seconde. « Oui, » répondit-elle en affichant sa carte d'embarquement sur son téléphone. « Vol 384, première classe, » répéta l'agent, une hésitation naissante dans la voix. Une pointe de jugement se forma autour de ses lèvres. Elle prit le téléphone, fixa l'écran un instant de trop, puis examina de nouveau la femme. « Laissez-moi vérifier quelque chose, » murmura-t-elle en s'éloignant du kiosque. Derrière eux, un homme ricana. « Trop crapule pour voyager en première classe de toute façon, » dit-il d'un ton méprisant, sans que personne ne le sache. La femme l'entendit. Elle ne dit rien. Une autre passagère dans la file commença à enregistrer. Une adolescente chuchota à sa mère, « Pourquoi la traite-t-il comme ça ?» Pourtant, la femme ne broncha pas. Elle se tenait parfaitement immobile, le regard fixé sur le vide, son foulard crème délicatement drapé sur son épaule. Pas d'emportement, pas de réaction, pas de signe visible de frustration. Intérieurement, tout était en alerte. Elle s'appelait Imani Brox, 34 ans, avocate fédérale spécialisée dans les droits civiques, avec une habilitation de sécurité de haut niveau. Son travail avait transformé la politique des agences qui financent la sécurité aéroportuaire à l'échelle nationale. Les personnes derrière ce comptoir d'enregistrement n'avaient aucune idée de qui elle cherchait à piéger. Pas encore. Imani n'était pas du genre à brandir ses papiers lorsqu'elle était insultée. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour être dangereuse. Il lui suffisait qu'il continue à parler, il rédigeait le procès pour elle, mot pour mot. En moins de 2 heures, lorsque son nom a atterri dans les boîtes mail des équipes juridiques et des superviseurs régionaux. Lorsque la vidéo a fait le buzz sur TikTok et que le hashtag a fait fureur sur Twitter, ceux-là même qui la qualifiaient de « trop voyou » ont découvert à quel point cette hypothèse pouvait être coûteuse. Imani Brox n'était pas une novice en matière de sous-estimation. Toute sa vie, elle avait été mal interprétée par ceux qui pensaient pouvoir l'évaluer d'un seul coup d'œil. Ils voyaient une femme noire cagoulée ou en foulard et la prenaient pour un personnage bruyant, incompétent et déplacé. Mais elle avait appris depuis longtemps que la dignité ne consistait pas à avoir l'air d'appartenir à un groupe, mais à savoir qu'on en faisait partie. Elle avait grandi dans le sud de Chicago, élevée par une mère jonglant entre 2 emplois et un père entraîneur de basket-ball pour les jeunes au centre de loisirs local. Son quartier était bruyant, animé, certes, un peu rude, mais il lui avait appris le courage, la concentration et la force tranquille de ne jamais reculer quand on a raison. À 34 ans, Imani était avocate fédérale spécialisée dans les litiges relatifs aux droits civiques. Elle avait obtenu son diplôme parmi les meilleurs de sa promotion à la faculté de droit de Yale, avait été assistante d'un juge fédéral et traitait désormais des affaires de discrimination raciale dans les transports et la fonction publique. Ce n'était pas un rôle prestigieux. Pas de conférences de presse, pas d'abonnés sur Twitter, juste des piles de dépositions, des milliers de courriels et des salles d'audience où elle se tenait seule, avec une précision et un sang-froid irréprochables, démantelant pièce par pièce l'injustice systémique. L'affaire qu'elle menait visait désormais le profilage systématique pratiqué par une grande compagnie aérienne à l'enregistrement, sur surveillance des passagers noirs et métis et refus sélectif de privilèges de première classe en fonction de leur apparence. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à ce préjugé, mais c'était la première fois qu'elle en faisait l'expérience en temps réel. Elle se rendait à Washington pour rencontrer un groupe de responsables fédéraux des transports. La rencontre était prévue depuis des mois, son billet et son siège en première classe avaient été achetés par son bureau précisément pour qu'elle puisse consulter des dossiers confidentiels en toute tranquillité. Au lieu de cela, le personnel de la compagnie l'avait réduite à un simple drapeau de sécurité, à cause de son manteau, de sa peau et de son silence. Elle aurait pu exhiber ses papiers sur le champ.
Elle aurait pu mettre fin à tout ça en un instant. Mais Imani ne fonctionnait pas ainsi. Elle observait, écoutait et laissait les autres se dévoiler. Et plus il parlait, plus il constituait le dossier dont elle avait besoin, chaque retard, chaque commentaire supplémentaire, chaque micro-agression formait le fondement indéniable de quelque chose de bien plus vaste. Car lorsque vous obligez une personne comme Imani Brooks à s'effacer parce qu'elle a osé paraître bien dans sa peau, vous ne vous battez pas seulement avec la mauvaise personne, vous placez votre entreprise du mauvais côté de l'histoire. Et elle était préparée. La femme derrière le comptoir est revenue avec un autre employé, celui-ci légèrement plus âgé, un presse-papier à la main, arborant ce sourire corporatif crispé qui signifiait toujours des ennuis. « Madame, dit-elle sans lever les yeux de l'écran, nous avons du mal à vérifier votre billet. Nous allons vous demander de vous écarter un instant, le temps de régler ce problème. » Imani acquiesça simplement et recula. Sa valise resta droite à côté d'elle, son écharpe reposait toujours soigneusement sur son épaule. Mais intérieurement, son pouls était stable, bas et concentré, comme un joueur d'échecs observant un adversaire commettre un nouveau coup imprudent. Alors qu'elle se tenait sur le côté, la file d'attente avançait autour d'elle. 2 voyageurs d'affaires blancs furent enregistrés rapidement, sans poser de questions. Une femme en pantalon de yoga et chignon décoiffé passa sans même montrer sa pièce d'identité. Imani observa tout. Chaque instant, chaque détail, chacun noté et archivé en silence. Elle ne cherchait pas la bagarre, elle rassemblait des preuves. Puis vint le tour. Un 3e membre du personnel chuchota dans une radio. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité en uniforme de l'aéroport arrivèrent, l'un devant Imani, l'autre à sa gauche. « On nous a signalé que vous n'étiez pas à l'aise avec le personnel d'enregistrement, » a déclaré le copilote, la main nonchalamment posée près de son étui. « Nous aimerions que vous nous accompagniez pour répondre à quelques questions. » Imani haussa un sourcil, mais garda une voix calme. « Ai-je haussé le ton? Ai-je menacé quelqu'un? Où est-ce que nous envenimons la situation parce que je n'ai pas assez souri ?» Alors qu'elle lui tendait un billet de première classe valide, l'agent ne répondit pas. Les passagers à proximité ralentirent, observant. Quelqu'un d'autre commença à filmer. Ce moment n'était pas un désagrément isolé, mais une démonstration publique de pouvoir abusif. Imani avait observé ce schéma dans des dizaines de cas et maintenant, elle le vivait. Ils ne la touchèrent pas, mais lui firent clairement comprendre qu'elle n'était plus la bienvenue dans la file d'attente pour laquelle elle avait payé. Elle fut conduite dans un coin près d'un mur, à l'écart des autres voyageurs. L'employé qui l'avait interrogée la première fois se tenait maintenant derrière le comptoir, discutant et riant avec une autre passagère comme si de rien n'était. Imani ne les quittait pas des yeux. Elle n'avait pas besoin de bouger, car il ne réalisait pas que ce n'était pas seulement son travail, c'était sa spécialité. Quelques minutes passèrent, même si cela parut bien plus long. Imani resta près d'une colonne au bord du terminal, suffisamment loin de la file d'attente de première classe pour être hors de vue, mais pas hors de vue. On chuchotait, certains filmaient, et pourtant, aucun membre du personnel ne revint pour expliquer quoi que ce soit. Finalement, un nouveau visage apparut, une superviseure en blazer, lanière sur laquelle était écrit « Responsable des opérations ». Elle ne salua pas Imani. Elle ne s'excusa pas. Elle s'approcha simplement, tenant une impression et un rapport client. « Mademoiselle Brooks, dit-elle d'une voix hachée, il semble qu'il y ait eu une confusion concernant votre classe d'internat. Votre présence et votre réservation ont alerté notre système. » Imani ne bougea pas, « Mon apparence ?» demanda-t-elle calmement. « Et qu'est-ce qui, dans mon apparence, a attiré mon attention ?» Le superviseur marqua une pause, ne s'attendant visiblement pas à une question directe. « C'est une question de procédure. Nous avons eu des cas de personnes utilisant des billets qui ne correspondaient pas à leur pièce d'identité ou accédant frauduleusement à des files prioritaires. » Les yeux d'Imani se plissèrent légèrement, mais sa voix resta ferme. « Soyons clairs. Je vous ai montré ma carte d'embarquement. Je vous ai montré ma pièce d'identité officielle. Vous avez vérifié mon nom, mais au lieu de m'enregistrer comme tous les autres passagers, vous avez fait appel à la sécurité de l'aéroport uniquement sur la base de mon apparence. » Le silence s'installa. Les passagers à proximité cessèrent de faire semblant de ne pas écouter, l'air était tendu, comme une corde trop tendue. Puis vint le moment qui donna véritablement le ton. La superviseure jeta un coup d'œil autour d'elle et baissa la voix. « Si vous aviez coopéré de manière plus respectueuse, cela aurait pu être évité. » Imani laissa échapper un soupir. « Alors maintenant, c'est mon ton qui compte, pas ma carte d'identité, ni mon billet,
juste le fait que je n'ai pas souri, par manque de respect. Le superviseur cligna des yeux. Imani s'avança légèrement sans agressivité, juste assez pour reprendre son espace. Vous n'êtes pas le premier à confondre silence et culpabilité, et je ne serai pas le dernier que vous sous-estimerez. Mais je vous suggère de vérifier à nouveau le nom sur cette carte d'embarquement avec attention. Et soudain, le moment changea. Le superviseur recula, incertain. Imani n'avait pas menacé ni élevé la voix, mais le poids de ses paroles résonnait comme un coup de tonnerre qui n'avait pas encore éclaté. Car derrière ce manteau bleu et cette écharpe crème, il n'y avait plus qu'un passager, il y avait l'autorité. Il y avait l'histoire. Et un règlement de compte approchait, qu'ils y soient prêts ou non. La superviseure hésita, son regard se posa sur le nom inscrit sur le manifeste imprimé qu'elle tenait à la main. Quelque chose changea dans sa posture, à peine perceptible pour quiconque, mais Amani le remarqua. Un léger serrement de mâchoire, un éclair de reconnaissance. Au lieu d'avouer ou de corriger son erreur, la femme força un mince sourire et dit « Nous vous ferons réenregistrer sous peu. Merci de votre patience. » Ni excuse, ni compte à rendre, juste une faible tentative d'apaiser ce qui ne pouvait être nié. Amani se tenait parfaitement immobile, les bras légèrement croisés, le bord de son écharpe crème respirant une légère brise provenant de la ventilation au-dessus. Elle n'était pas en colère comme il l'attendait, pas de haussement de voix, pas d'exigence, juste un silence plus brûlant que tout ce qui pouvait être bruyant. Puis un autre membre du personnel est apparu, plus jeune et peut-être nouveau. Visiblement mal à l'aise, il s'est approché. « Madame, si vous voulez bien me suivre, nous vous accompagnerons jusqu'à un comptoir d'enregistrement privé pour finaliser tout. » Il n'a pas croisé son regard, il voulait juste que ce moment s'envole. En croisant les passagers qui l'observaient, Amani sentit leur regard la suivre. Certains semblaient gênés, d'autres curieux, d'autres encore la soutenaient discrètement, mais personne ne parlait. Ils atteignirent un petit bureau au fond du terminal, presque vide. La jeune employée tapota rapidement sur un clavier, évitant les banalités. En quelques minutes, sa carte d'embarquement en première classe était imprimée impeccablement, comme si de rien n'était. « Vous êtes prêt ?» dit-il en le faisant glisser sur le comptoir. Amani le prit, soutint son regard une seconde et hocha la tête. Puis, avant de se détourner, elle dit clairement et calmement « Je ne cherche pas d'excuses, mais sachez que je me souviens des visages et que je documente tout. » Sur ces mots, elle s'éloigna. Le moment n'était pas terminé, il avait simplement changé. Ce que le personnel ignorait encore, c'est que la femme qu'il tentait d'écarter était la procureure fédérale principale dans une affaire de droit civique en cours contre leur compagnie aérienne. Il venait de lui infliger quelque chose de plus puissant que l'indignation. Il lui avait donné des preuves. 3 jours plus tard, la vidéo atteignait 2 millions de vues, le moment où Amani était interrogée à l'enregistrement, celui où la sécurité était appelée, celui où elle restait silencieuse, encerclée. Une adolescente faisant la queue avec sa mère avait tout immortalisé. La légende disait, elle est restée là, calme et digne, et ils l'ont traitée comme une criminelle. La vidéo s'est rapidement propagée sur TikTok, Twitter et Instagram. Hashtag #TooToFly est devenu tendance, suivi de hashtag #AmaniBrox et finalement de hashtag #FirstClassJustice. Les gens n'ont pas seulement réagi, ils ont été indignés. Les commentaires ont été inondés de témoignages personnels d'autres femmes noires, de professionnels, d'anciens combattants, et même d'hôtesses de l'air qui avaient subi le même traitement. Soudain, ce n'était plus seulement l'histoire d'Amani. C'était celle de tout le monde. Pourtant, elle n'en a pas parlé en ligne, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, elle partage un bref message sur LinkedIn. Pas de vidéo, pas de hashtag, juste sa photo de profil avec ce même manteau bleu marine et cette écharpe crème. Le message disait notamment « Être habillé confortablement n'est pas non plus un manque de professionnalisme. Se taire n'est pas suspect, et être noir ne devrait jamais être perçu comme une menace. Je n'ai pas été humilié par cette expérience. Elle m'a rappelé pourquoi je fais ce travail. La dignité ne s'acquiert pas avec une carte d'embarquement. C'est quelque chose que l'on mérite simplement en existant. » En quelques heures, des avocats défenseurs des droits civiques, des professeurs, des employés de compagnies aériennes et même quelques cadres discrètement gênés l'avaient partagé. Les commentaires ont afflué, remerciements, excuses, propositions d'intervention lors de conférences et de tables rondes. Elle a décliné la plupart, car le véritable message n'était pas de devenir viral. Il s'agissait de responsabilisation, de mémoire et de rappeler à toutes les entreprises qui dissimulent leurs préjugés derrière leur politique que, parfois, la personne dont on dresse le portrait est celle qui dicte les règles.
Quant à la compagnie aérienne, elle a présenté des excuses générales sous la pression de la presse, mais Amani n'a jamais répondu. Elle n'en avait pas besoin. Une plainte officielle avait déjà été déposée auprès du ministère des Transports, et son nom ne figurait plus seulement sur la carte d'embarquement. Il figurait désormais sur la page de couverture d'une enquête fédérale. 2 semaines plus tard, Amani reprit l'avion sur la même compagnie, sur le même trajet. Cette fois, personne ne la questionna. Personne ne lui demanda de s'écarter. Elle s'installa à son siège de première classe, ouvrit son ordinateur portable et retourna à son travail non pas parce qu'elle avait quelque chose à prouver, mais parce qu'elle avait toujours été à sa place.